Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une série de 3 vidéos, nouvelle série avec Alexandre Réard, double champion du monde WSOP de poker et qui a gagné plus de 5 millions et demi en tournoi. Donc vous imaginez bien qu'il a fait un peu d'argent également en cash game, donc on peut vraiment parler d'un mastodonte du poker français. Je suis vraiment très content d'avoir pu justement échanger avec lui sur divers sujets. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à suivre tout ça. Je suis très content d'avoir échangé avec lui parce que je me retrouve dans pas mal de choses dans ce qu'il dit, ce qu'il a dit du moins dans les diverses interviews. Et effectivement, là, même durant cette interview, je me suis rendu compte que voilà, on partageait quand même beaucoup de choses en commun. Et Alexandre a également justement une vision du poker qui permet d'améliorer sa vie de tous les jours, d'être dans le développement personnel. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup justement dans sa vision des choses. On va retrouver Alexandre, mais avant ça, une petite minute pour vous parler vite fait de la Villa Coaching Las Vegas 2024. Donc, j'ai réouvert les inscriptions pour l'année prochaine. Vous allez en fait avoir une description, dans la description, pardon, un lien PDF où vous allez avoir toutes les données justement sur ce que vous pouvez vous attendre à avoir là-bas, les prix, etc., les dates. Vous avez également un post Facebook qui est épinglé, où vous avez les dates également, puis voilà, un petit post où j'explique un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour voir et aussi pour prendre contact avec moi justement si vous voulez réserver. Voilà, je ne vais pas faire une pub de 3 ans, vous inquiétez pas, tout est dans le PDF, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour prendre votre décision. Allez, du coup, on retrouve Alexandre. Ciao. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite interview que je suis vraiment très content de vous partager. Je suis avec Alexandre Réard, donc avec qui on va voir un petit peu des choses sur le poker, bien évidemment, et un petit peu en dehors, j'espère également, puisque vous le savez, j'aime bien aussi allier le poker avec les éléments de la vie de tous les jours, comment on peut progresser dans notre vie. Donc, on va l'accueillir tranquillement. Salut Alex. Salut Mika. Écoute, déjà, merci, un grand merci de venir sur cette chaîne, puisque c'est une petite chaîne, comme je te disais, c'est une chaîne artisanale. Et voilà, toi, tu n'as pas vraiment d'intérêt particulier à venir faire une interview sur ce type de chaîne. Et donc, je te remercie vraiment du temps que tu nous consacres à moi et ma communauté. Bah, écoute, avec plaisir, hein. C'est toujours cool de partager avec des nouvelles personnes sur différents sujets, donc avec plaisir. Nickel. Bah, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être, hein, tu vois, il y a peut-être quelques joueurs qui ne te connaissent pas bien. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu? Je te laisse libre par rapport à ça. Est-ce que tu as envie de dire sur toi? Ouais, bah écoute, j'ai 39 ans, je suis joueur de poker pro depuis 2013, donc ça fait 10 ans maintenant. J'ai commencé le poker aux alentours de 2010, on va dire. Plus sérieusement, en 2011, j'ai peut-être commencé un petit peu avant 2009, mais voilà, en 2011, plus sérieusement. Avant, j'étais ingénieur dans le bâtiment, chef de projet, je suis marié à Aurélie, qui était elle aussi à l'époque ingénieure, mais dans l'audiovisuel. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est ensemble, un peu moins. On a donc du coup commencé le poker après notre rencontre, et voilà. Et du coup, on est tous les deux joueurs de poker pro depuis 2013, tous les deux. D'accord. Effectivement, moi, c'est par le biais d'Aurélie que j'ai pu te contacter. Toi, je te connaissais pas du tout. Je te disais vite fait en 2 minutes off qu'on a pris ensemble que ça faisait un petit moment que j'ai envie de parler avec toi. Je t'ai croisé plusieurs fois à Las Vegas. J'avais jamais osé venir te parler puisque tu étais avec des amis, des trucs. Et puis, et t'es un peu le même côté que moi, j'ai envie de te dire. Tu vois, je me retrouve beaucoup en toi dans certains aspects de ta personnalité, pour être sincère avec toi. Tu vois, le côté où t'es pas quelqu'un qui, tu vois, de prime abord, au niveau physique, est facilement, on a facilement envie d'aller voir. Tu vois, t'as l'air un peu fermé, etc. Moi, je sais que on m'a souvent reproché ça, à moi en tout cas. Et j'ai eu tu vois, la même sensation en fait vis-à-vis de toi. Or, tu vois, en 2 minutes, je vois tout de suite quand on a parlé, etc. Puis même les contacts qu'on a eus depuis quelques semaines maintenant, qu'on essaye de faire cet enregistrement, bah, quand on t'aborde, au final, tu es hyper accessible, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on m'a plus, enfin, on me l'a déjà dit. Je suis pas quelqu'un de très avenant, c'est sûr. Je suis quelqu'un qui aime, enfin, qui aime bien se confier, enfin, qui aime, enfin, pardon, qui aime bien qu'on se confie à lui, pardon, qui aime bien se confier aussi d'ailleurs. J'aime bien échanger, discuter avec tout le monde. Bon, voilà, donc je pense que c'est peut-être je sais pas pourquoi, mais ouais, on me l'a déjà dit. Ah ouais, ouais, ça m'étonne pas. Je l'ai vraiment ressenti, mais je sais que on me l'a aussi souvent dit. Ce que je te propose, Alex, c'est qu'on va essayer de voir un petit peu plusieurs phases. Il y a des questions que j'ai envie de te poser et que j'ai envie d'avoir un petit peu ton opinion là-dessus.
Les premiers éléments en fait que j'ai envie de voir avec toi, c'est au sujet de ta progression, puisque tu es un live star, comme tu le dis souvent, tu as commencé par le live, tu n'as quasiment pas joué online au début de ta carrière. On a un peu le même cursus, sauf que toi, effectivement, à un moment donné, tu as eu vraiment un gros boom. Et maintenant, ta carrière, elle est quand même vachement impressionnante. En tout cas, à mes yeux, tu vois, elle est hyper impressionnante. Et je voulais savoir, en fait, à tes yeux, quel a été le tournant décisif, justement, dans ta carrière pour, tu vois, faire les petites parties, enfin, les petites parties, ce qui sont déjà des parties correctes, hein, ou quand tu jouais en 2010, 2011, 2013, peu importe, des parties à 500 balles, et maintenant où tu es en train de faire des high rollers. Quel a été le déclic pour toi, vraiment, dans l'élément décisif de ta carrière? Je pense pas qu'il y a eu de déclic. Je pense qu'il y a eu vraiment un enchaînement de situations. Comme je le dis très souvent, je pense ne pas avoir brûlé les étapes. J'ai vraiment passé les étapes progressivement. Je me suis pas dit tout de suite je vais être pro. Je me suis pas tout de suite dit je vais jouer les 10 000. Je me suis pas. Enfin voilà, j'ai fait les choses, on va dire dans l'ordre. Euh, du coup, quand j'ai décidé justement de passer pro pour diverses raisons. La raison principale, c'est que ça faisait déjà 2 ans que j'avais de très bons résultats en live et j'ai eu une perf qui a concrétisé en fait ce passage à joueur professionnel. C'était le PT de Deauville sur un roller à 10 000, c'était mon premier EPT. Donc là, c'est un peu l'exemple contraire de ce que je viens de dire par rapport au fait de ne pas jouer les 10 000 tout de suite, etc. Mais alors, j'ai jamais eu une gestion de bankroll très stricte, ça, faut que ça soit clair. J'ai joué les tournois que j'avais envie de jouer, les tournois où je me sentais à l'aise et les tournois où j'estimais que peut-être sûrement même à tort d'ailleurs, mais le fait que ça m'a, ça m'a donné raison, même si je pense qu'il y a eu pas mal de variances positives au début de ma carrière, clairement. Mais voilà, j'ai joué quand je suis allé dans les cercles au début, donc quand tu parlais du côté Lifestar, j'ai commencé dans les cercles, j'ai tout de suite voulu aller au Cercle Aviation Club de France. Quand j'ai fait ce choix-là, enfin, on m'a tout de suite dit ah, tu devrais pas aller jouer dans celui-là, c'est le cercle le plus difficile, etc. Faut pas y aller, il y a les meilleurs joueurs et tout. Et moi, en fait, à cette époque-là, je travaillais. Et bah, c'était simple, hein, je jouais pas pour l'argent à ce moment-là. Je jouais vraiment genre pour le plaisir et pour la compétition. Et du coup, bah, je me disais, bah, ok, je vais jouer là-bas, je vais jouer les tournois. Donc, je jouais des petits tournois, hein, 50 euros, 100 euros en live. C'est le plus petit tournoi qu'on peut trouver. À l'époque, il y avait même un 30 euros, je me souviens le matin. Bon, je l'ai pas beaucoup fait, mais je l'ai quand même fait. Et, euh, et comment dire, et en fait, mon objectif dans ces tournois-là, c'était vraiment de jouer contre les meilleurs. Alors, à cette époque-là, je t'avoue que je connaissais pas tout l'aspect Internet, tout l'aspect online, la différence de niveau entre le online et le live qui a été très longuement un gros débat. Mais voilà, je savais que le meilleur cercle avec le meilleur niveau, c'était à l'Aviation Club de France. C'était là que j'avais envie de jouer, c'était là que j'avais envie de performer. Et c'était donc du coup mon terrain de jeu, j'ai envie de dire quoi. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. On a fait quelques. Ensuite, on a commencé à bouger un petit peu avec Aurélie, notamment, qui a fait des ladies, pour qui ça s'est très bien passé aussi. Puis on est allé à Marrakech, pareil, on avait des bons résultats. Et voilà, il y a un enchaînement en fait de performances live qui nous a donné confiance, qui nous a donné envie de passer le pas. On avait une bankroll du coup qui a commencé à être correcte grâce notamment à cette perf. Et puis voilà, et puis bon, je me suis un peu perdu dans la question, mais voilà, c'est des éléments, si tu veux, c'est des événements comme ça qui m'ont fait arriver à ce niveau. Après, ensuite, j'ai eu aussi le côté donc quand je décide de passer pro, je décide de commencer à jouer online, puisque j'estime que on peut pas être le meilleur. Performance, si, mais en tout cas, le meilleur sur jouer online, je pense que c'est impossible. Donc, j'ai beaucoup joué online. Ensuite, pour des raisons diverses, on est notamment pour le point com et jouer contre les meilleurs plus régulièrement encore, avec voir les nouvelles tendances, etc. J'ai décidé avec Aurélie de déménager au Royaume-Uni. Et tout ça, c'est des étapes qui sont super importantes. J'ai été sponsorisé par Unibet aussi, donc ça me donne aussi une envie supplémentaire de performer et d'être aussi professionnel. Et du coup, voilà, toutes ces étapes-là m'ont construit. Aujourd'hui, l'expérience fait que l'expérience, la technique, le mental, enfin tout ce que j'ai pu travailler pendant ces années et acquérir, eh ben, ça me permet d'être où je suis, on va dire, aujourd'hui, quoi. Ok.
Écoute, merci pour tous ces renseignements. Alors ouais, toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas un déclic, mais voilà, c'est quelque chose, c'est un travail permanent qui en fait a abouti au fur et à mesure. Justement, tu vois, moi, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui dans le poker et avec la plupart des joueurs. Tu nous parles bien justement de prendre son temps. Et la plupart des joueurs aujourd'hui, à mon sens, tu vois, ils veulent aller très très vite, ils veulent des résultats tout de suite, ils sont toujours orientés, ils sont très résultats orientés, j'ai l'impression. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Ouais, je pense que enfin, l'exemple type, la phrase type qui pour moi met des barrières totales justement à ça, c'est le wine time. Tu vois. Genre avoir le wine time, on a envie d'avoir notre totem, on a envie tout de suite de gagner beaucoup et on sait que si on gagne beaucoup, j'entends beaucoup de joueurs dire si jamais je gagne ça, j'arrêterai de wine, si jamais je fais ci, et c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que même si on gagne tant, si après on n'est toujours pas conditionné, toujours pas préparé à pas wine et à avoir d'autres objectifs différents, on continuera de wine. Donc c'est pas, c'est un travail qu'on doit faire en amont. Et il faut prendre son temps parce que, bah oui, il y a de la variance. Pourquoi je parlais de wine time? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on perd souvent un flip en demi-finale, on a l'impression de dire, ah, il y a une grosse différence entre tel et tel joueur au niveau de la variance. Lui, il a gagné son flip en demi-finale, moi, je l'ai perdu, voilà la différence. Mais non, si tu es bon et si tu te prépares et si mentalement tu es costaud, etc., tu vas revenir, tu vas avoir d'autres opportunités, tu vas pouvoir acquérir, etc. Donc, ça met du temps, mais au final, tu vas réussir à lisser. Alors, à joueurs équivalents, niveau équivalent, bien évidemment que les carrières sont différentes, mais ça restera des belles carrières quoi qu'il arrive, à différents degrés, si jamais le niveau reste bon. Maintenant, il y a aussi un truc pour moi qui est très important, c'est la règle des 10 000 heures pour l'expertise. On estime qu'on a environ 10 000 heures avant d'être expert dans un domaine. Bah voilà, ça montre le fait de ne pas vouloir être pressé. Et après, ce qui se passe de toute façon au poker, c'est ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, on veut tout tout de suite et du coup, bah, ça se reflète aussi dans le monde du poker, quoi, clairement. Alors que ça reste un jeu de patience à la base quand même, quoi. Non, clairement, ouais. La patience, c'est vrai que on n'en parle pas suffisamment, mais c'est un élément hyper important. Et justement, tu vois, tu dis voilà, que les gens, ils cherchent un petit peu des solutions toutes faites, etc. Justement, quelle est ton opinion par rapport au fait que, il y a beaucoup de joueurs et de coachs même, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de coachs qui utilisent le GTO. Le GTO, on va pas faire de débat sur c'est bien, c'est pas bien, etc. de manière générale. Le GTO, c'est, à mon sens, pour des joueurs comme toi, notamment à haute limite et tout, ça me semble indispensable justement pour pouvoir se protéger face aux meilleurs et pour être balancé quand même sur les ranges de bluff, les ranges de value, etc. Euh, Par contre, à niveau, en fait, tu vois, là, comme là, je vois actuellement, je vois des coachs qui font des coachings avec GTO Wizard, par exemple, avec un public qui joue en fait des 5, des 2 euros, des 5 euros, des 10 euros. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, justement, de cette... Moi, je pense que c'est comme tout, c'est suivant comment tu l'appliques. Même GTO Wizard, pour les 5-10 euros, c'est intéressant. Par contre, si tu fais toute ta formation sur GTO Wizard à quelqu'un qui joue les 5 euros, 10 euros, enfin, ça n'a aucun sens. Maintenant, c'est quand même bien parce que ça te permet de comprendre des équités range contre range. Pourquoi? Ça va te permettre d'avoir quand même des ranges solides pré-flop. Bon, il y a des choses bien à tirer. Et en fait, mais c'est comme tout, il faut pas apprendre bêtement, il faut comprendre en fait. Et GTO Wizard permet de pouvoir comprendre quelques concepts. Maintenant, c'est sûr que si on te dit là, tu dois bluffer parce que bah, GTO Wizard dit de bluffer, c'est une aberration. Là, tu dois call parce qu'il te dit de call alors que ton adversaire bluffe 0% du temps, bah, c'est une aberration aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est clair que. Et tu dis sur les 5-10, mais ça allait aussi sur les rollers. Tu peux jouer les tournois les plus high. Les gens qui jouent GTO, déjà parfaitement, il y en a 0%. Et les gens qui jouent très bien GTO, il y en a, mais c'est très rare. Et quand ça arrive, notamment dans le live, ils ont aussi cet aspect humain qui fait que techniquement, ils comprennent que là, ils devraient être bluff, etc. Mais il y a tout l'aspect stratégique, chose que, encore une fois, les GT Wizard et les logiciels, les trackers, ne prennent pas en considération l'aspect survie, l'aspect stratégique. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc voilà, c'est comme tout. C'est, je pense, intéressant de se familiariser avec les logiciels. C'est
comme c'est intéressant de se familiariser avec le mental, avec tout, enfin voilà, de tout travailler en fait, hein. Mais surtout de ne pas travailler pour travailler et de ne pas travailler genre euh, par cœur, mais juste de comprendre en fait, parce que de toute façon, notre cerveau ne sera pas capable de tout retenir. Et le but, c'est comprendre un concept, le mettre en application. Moi, je pense que quand on arrive à faire ça, on gagne un gain de temps incroyable et on est tout de suite beaucoup plus productif, quoi, entre guillemets. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, surtout dans la notion de ne pas apprendre par cœur, puisque le cerveau sera complètement incapable de le faire, effectivement. Tout ce qui est chiffres, mathématiques, des nombres, etc., le cerveau a vraiment beaucoup de difficultés à mémoriser tout ça. D'ailleurs, ça se retranscrit, je ne sais pas si tu vois, enfin, tu es comme moi, j'imagine que tu vois beaucoup de vidéos sur les solvers, etc. Moi, ce qui me frappe le plus, tu vois, dans ces coachings liés aux solvers, c'est la proportion de la plupart de ces coachs qui vont avoir en fait besoin tout le temps dans un spot, alors qu'ils en voient en fait toute la journée, toute la journée, toute la journée, ils en font vraiment beaucoup. Toujours cette obligation d'aller vérifier tel ou tel spot, qui sont en plus souvent des spots qui sont assez récurrents et enfin, à mon sens, moi, qui retranscrit justement, tu vois, cette impossibilité de mémoriser complètement les chiffres, puisqu'en fait, effectivement, ils sont toujours obligés d'aller vérifier ça. Et, hum, et moi, personnellement, tu vois, je suis comme toi, je trouve ça en fait intéressant sur certains aspects. Là, tu parlais en fait des ranges, etc. Et notamment pour aller voir aussi les bloqueurs, qu'est-ce qu'ils utilisent comme range de bluff, etc. Tu vois, pour tout ce qui est stratégie de bloqueur et tout, je trouve ça très intéressant en fait sur les solvers. Mais de manière générale, j'ai l'impression aussi que la plupart des joueurs, tu vois, sur les limites auxquelles ils jouent, après, ça leur met un peu des barrières dans enfin, Les freins, ouais. des freins, parce que du coup, ils commencent à s'inventer des situations où ils voient justement dans toutes ces vidéos, tu vois, des spots où les joueurs, eux, jouent quand même à des limites qui sont plus hautes, et où effectivement, tu sais aussi bien que moi que les metagames que tu joues en fait en live ou online, dès que tu commences à monter, le metagame est complètement différent. Et du coup, ils vont commencer à s'inventer des trucs parce qu'ils ont vu et qu'en fait, effectivement, il y a ce côté où on apprend de manière par le biais du mimétisme, on va essayer de reproduire les situations qu'on a vues dans notre apprentissage. Le souci, c'est que dès lors qu'on va transférer nos connaissances dans notre situation actuelle, le contexte, lui, a complètement changé. Et pour moi, tu vois, on est toujours en train d'essayer de résoudre des équations qui sont multifactorielles au poker. Et si tu commences à changer un ou deux facteurs, forcément, le résultat de l'équation, il n'est plus le même. Ah bah clairement, ouais, c'est évident, c'est évident. C'est des range contre range, c'est des équités, c'est voilà, donc si ta range en face elle change, bah, l'équité de ta range à toi contre la range adverse, ça sera pas la même sur le même board. Enfin, c'est une évidence. Donc là, ce qu'on compare et ce qu'on voit dans les logiciels, c'est sur deux personnes qui joueraient à peu près les mêmes ranges pré-flop. Sinon, tous les flops sont complètement différents. C'est la même chose pour l'ICM. Quand on vient en ICM, en table finale, par exemple, on a plein de ranges qu'on doit fold pré-flop en défense de blind. Du coup, on doit pas lead les mêmes boards, par exemple. Je donne un exemple typique qui pourrait arriver. Si jamais la personne en face de nous, donc elle décide de lead un board, un low board, et il doit pas défendre ce type de main, nous on le sait, on va peut-être du coup pouvoir en profiter, mais peut-être que cette personne-là, elle le sait pas et que juste elle a défendu plus bas, donc elle a encore cet avantage de range. Plus le nombre de personnes qui jouent leurs spots euh, sur GTO Wizard, comme si c'était du HU alors qu'ils étaient trois dans la main, c'est la même chose, c'est des ranges qui sont complètement différents, des équités qui changent, c'est plus du tout les mêmes spots. Et des mains qu'on doit call, et ben on doit plus les call. Des mains qu'on doit call, et ben on devra peut-être les raise, etc., etc. Donc mais ça, c'est toujours pareil, c'est de la logique et c'est de la compréhension. Et heureusement qu'il y a ça. Maintenant, moi, je suis quand même partisan pour avoir des certitudes de travailler dans ce sens-là et de pas se servir de ça en mode genre, bah non, ça sert à rien parce qu'il y a telle et telle chose. Non, ça sert, il faut s'en servir, il faut avoir des certitudes. Il faut, pour moi, c'est peut-être, je sais pas, 70-80% du boulot. Et ensuite, il y a les 20-30% où c'est à nous, in-game, de faire les modifications nécessaires, les adaptations nécessaires par rapport au profil qu'on va avoir, par rapport à la stratégie qu'on va avoir. Si à un moment on estime qu'on est trop dans notre range pour fold, mais que le mec bluffe pas, eh ben on fold quand même. Si à un moment on estime qu'on est trop pour bluff, mais que si on bluffe, il va fold 100% du temps, eh ben on bluffe quand même. Et c'est ça les adaptations qu'il y a à avoir. Et en fait,
le problème de la GTO, et moi le premier, à un moment, quand j'ai beaucoup bossé, ça m'a bloqué pendant une année à peu près, mais ça faisait partie de mon apprentissage. Et je le savais, j'ai envie de dire, j'attendais juste de passer ce cap et de repasser à autre chose, mais j'en avais conscience. C'était le fait que ça me mettait des barrières. C'est-à-dire que ça me mettait des barrières dans ma créativité, ça me mettait des barrières dans l'exploit que j'avais envie de faire, parce que je savais qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Tu vois, on n'avait pas le droit de, on n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de. Si on a le droit de tout faire, à partir du moment où on sait pourquoi on le fait et quelles sont les raisons pour lesquelles on le fait. Si on se trompe, c'est pas grave, on remettra ça en place et on prendra effet de ça, on prendra effet dans notre expérience, etc., etc. Donc, c'est pas un problème. Écouter son instinct aussi, c'est super important. Tout ça, c'est très important. Mais encore une fois, les solvers sont très importants aussi. Et je pense que c'est juste le pourcentage d'utilisation du solver par rapport au temps qu'on a à consacrer au poker et au buy-in qu'on a à jouer, entre guillemets, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Ok. Quelle est la place des tels pour toi en live, pardon? Euh, Là, par contre, tu vois, ça va être un peu pareil, ça va dépendre un peu des limites aussi, tu vois. Parce que pourquoi j'ai ça? Parce qu'il y a plein de tels qui sont faits euh, euh, parce qu'ils ont peur. Il y a plein de tels qui sont faits parce qu'ils n'ont pas l'expérience et qu'ils savent qu'en faisant ça, ils vont pas montrer telle ou telle chose. Il y a des gens qui vont bluff et qui vont pas être sereins sur leur bluff, donc ils vont aussi avoir telle ou telle place. Donc voilà, ça va dépendre un peu de ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de tels qui, qui se reproduit chez les gens de manière générale. Il y a au moins une dizaine de tels qui ne trompent pas, on va dire, et qui arrivent à presque tous les niveaux. Et donc, c'est important. Ça peut, mais pour moi, c'est pas ça va être un élément supplémentaire dans des décisions qui vont être très closes, mais ça va pas être la décision qui va me faire changer d'avis au dernier moment ou quoi. On va dire quoi. Contrairement à l'instinct que je pense est encore plus important. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, là-dessus, par contre, tu vois, je ne partage pas tout à fait la même vision que toi. Quand tu parles d'instinct, justement, tu vois, moi, j'ai l'impression que les tels a une grosse incidence sur, en fait, l'instinct. Je sais pas si on parle de la même chose, en fait, parce que l'instinct, tu vois, on peut y mettre vraiment beaucoup de choses. Pour moi, en fait, l'instinct, c'est surtout lié, en fait, au subconscient, tu vois, tout ce qui est, en fait, inconscient. Donc, grosso modo, tu vois, ça va être aussi tout ce qui est lié à ta mémoire procédurale, donc où tu as mis, en fait, justement, quand tu parlais de certitude, j'imagine que tu parles aussi de ça, de toutes les procédures de réflexion que tu as mises en place au fur et à mesure du temps. Et au niveau des tells, pour moi, le tell, c'est pas quelque chose, c'est pas comme la technique, en fait, tu vois, c'est une sorte de langage qu'on apprend au fur et à mesure. C'est le langage du corps, de toute façon, c'est un langage qu'on apprend. Et tous les gens qui n'ont pas appris à parler ce langage, forcément, ils passent à côté de beaucoup de choses. Moi, je parle beaucoup de tells aussi, tu vois, dans mes formations, par moment, parce que ça a été toujours un gros point fort. Et tu vois, moi, à l'inverse de toi, c'est au dernier moment, sur un tel. Mais c'est pas en fait, tu vois, c'est déjà lié en fait à un problème technique à la base. C'est-à-dire qu'il y a déjà des alarmes qui se sont mises en route dans ma tête. Je me dis qu'il y a déjà en Voilà. fait petit quelque chose, tu vois, il y a une petite anomalie quelque part. Et effectivement, des fois, tu vois, j'ai des tells qui reviennent à moi et je me dis, OK. Et là, quand je les mets en combinaison, bah, je me dis, effectivement, là, il y a quelque chose en fait qui cloche pas. Et effectivement, ça peut me faire changer d'avis sur un coup, quoi. Je me rappelle d'un coup, tu vois, à Las Vegas, pareil, sur une quasi-bulle, où il y a un mec vraiment, il met 80% de son tapis, quoi, tu vois. Et tu vois, sur le coup, je me dis, bah, il n'y a plus rien à faire. J'ai une merguez, j'ai rien à faire, tu vois, mais il y a tous les tells qui dit, puis tu vois, j'étais en fait très agressif sur le coup et je fais faire tapis où techniquement ça n'a juste aucun sens parce que tu vois, je suis toujours collé normalement, etc. Mais je suis tellement sûr de moi sur le coup que je dis, tu vois, allez, tant pis, j'y vais, je suis en fait mon instinct, je mets tapis, l'instant de fold. Tu vois, et ça, c'est vraiment sur les tels, parce que techniquement, je peux strictement rien faire sur ce coup-là au final. Et moi, j'ai vraiment l'impression que les tels aussi, tu vois, quand tu parles de subconscient, d'intuition, parce que moi, c'est souvent des questions qu'on me pose, c'est qu'est-ce que tu vas rechercher, etc. La vérité, c'est que maintenant, ça fait 15 ans que les tels, je les ai vraiment travaillés et que ça fait vraiment partie de moi. Au jour d'aujourd'hui, je ne les travaille, je cherche pas. C'est-à-dire que c'est vraiment mon subconscient qui travaille tout seul et qui prend les informations. Il y a même des Ouais, moments. oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord avec ça. C'est juste que, encore une fois, c'est à la fin de ton raisonnement que tu fais appel au tel. Et c'est ça qui. Je dis pas qu'elle va pas te faire changer de décision, bien évidemment qu'elle fait changer de décision. Mais si,
Là, typiquement, tu l'as dit toi-même, c'est la logique du coup qui était incohérente et tu as fini avec l'hôtel par valider ton processus en fait, tu vois, et du coup, tu as décidé de faire tapis dans un spot où c'était pas logique de faire tapis. Mais tu as eu tout un raisonnement qui a fait que tu as fait tapis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que le tel, ah, il est. Tu vois, en gros, ce que je veux dire, c'est que le pouls qui bouge ou quoi, ça veut rien dire. Il y a des joueurs pour qui ça va être nutsé et des joueurs pour qui ça va pas être nutsé. Alors, des fois, on va dire, ouais, on va attendre un peu plus longtemps, voir si ça se calme pas, etc. Bien évidemment, il y a plein de choses. Alors, on peut même s'auto-time pour voir s'il essaie de faire changer sa décision. Il y a énormément de choses à faire. Mais euh, peut-être qu'en cash game live, sur des limites euh, pas si hautes, je pense que c'est important. Je pense qu'il va avoir une gestuelle qui est très très importante et on le voit dans les plays là, et beaucoup plus importante sûrement que les ranges parce que les ranges, c'est limite, les gens ils s'en foutent quoi, clairement quoi. Je pense c'est de ce que j'ai vu et de ce que je me souviens, voilà, ça n'a pas beaucoup changé là-dessus de ce que j'entends quand j'ai des copains qui vont jouer ou pas. Mais donc là, ça a plus de sens puisque on va dire que tu as besoin de plus d'éléments, puisque les éléments de range, ils sont divers et variés déjà, tu vois, c'est trop large, quoi. Mais quand tu vas dans un poker un peu plus technique, il existe, il faut les prendre en considération. Il y a des joueurs qui sont très bons là-dedans. Moi, j'ai mon expérience qui fait que j'ai joué beaucoup live, j'ai joué beaucoup de MTT live à tous les buy-in aussi, etc. Donc, je les connais quand même un petit peu, etc. Mais c'est pas, ça va pas être un énorme pourcentage de ma décision dans chaque coup. Ça peut l'être à un moment précis, etc. Voilà, ça va plutôt être dans ce sens-là. Non, non, on est bien d'accord sur la fréquence. En fait, après, ça a des choses que tu vas voir par-ci, par-là. Puis j'imagine que maintenant, les limites auxquelles tu joues, effectivement, on le voit bien. Hein. De toute façon, même en fait, sur des petites limites, hein, les règles, déjà, c'est déjà plus compliqué d'aller trouver des tells. Et on ne va pas trop s'attarder à aller chercher trop Bah, d'éléments en sur. fait, le truc, c'est que, encore une fois, si jamais tu bluffes, on va dire, et que tu es d'accord avec ta technique, peut-être que tu te trompes, mais que tu es d'accord avec ta range de bluff, avec ton bluff, bah, tu es serein, tu vois, tu dis, bon, bah, ok, s'il paye, il paye, bon, voilà, etc. À quelque chose près, tu vois, tu vas encore avoir un peu d'émotion, mais voilà. Mais il y a quand même des tels, des timing tels, dans les situations, des comportements genre ou, désintéressés à certains moments, alors qu'en fait, on voit bien enfin, tu vois, tu tournes la tête à un moment quand on t'a donné une carte, alors que tu as vu que la première c'était un as, ou alors que tu as vu le bord, tu tournes la tête, pareil, finalement tu joues. Voilà, il y a plein de tels qui sont bien évidemment importants, mais qui reviennent vraiment, peu importe les limites. Mais voilà, donc ça, c'est clair qu'il faut les connaître, mais c'est pas le côté primordial pour moi en tout cas. Non, mais d'accord. Je, je- Mais je- peut-être que ça le serait encore une fois. Peut-être que suivant les limites que tu joues et le live, etc., bah peut-être que ça prend beaucoup plus de pourcentage que moi, et sûrement d'ailleurs. Et c'est pas. Sur la fréquence, la réalité, c'est non. Mais en fait, tu vois, c'est quand même hyper important parce que moi, il y a vraiment des spots où clairement je paye et j'aurais pas payé sans l'hôtel, ou je fold parce que j'aurais pas. Et tu vois, ces petites sommes-là, mine de rien, il suffit que ça soit une fois dans la session, que tu aies pris 200 balles de plus ou Bien 200. sûr, ça fait une différence, bien sûr. Ça fait une sacrée différence à la fin du mois, surtout sur les limites auxquelles tu joues. Mais je suis 300% d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, sur les limites auxquelles moi je joue, par exemple, c'est beaucoup plus révélateur et je vais avoir beaucoup plus d'éléments sur lesquels m'appuyer que toi, par exemple, les parties auxquelles tu joues quoi, et auxquelles tu participes. C'est complètement normal. Euh, mais ouais. Dernière question sur la progression, en fait, que je voulais voir avec toi, c'est qu'est-ce que tu penses? Quels sont les éléments, les erreurs les plus communes pour les joueurs en fait moyens justement, des moyennes limites quand tu jouais en fait à l'époque? C'était quoi pour toi les principales erreurs? Alors, je pense qu'il y avait beaucoup d'ego pour beaucoup de joueurs dans les dynamiques. Euh, je pense que c'est faire des choses aussi très souvent dans le comment dire, sans les comprendre. Ça, c'est clair et net, quoi. Et appliquer bêtement et de pas avoir compris pourquoi est-ce qu'on faisait ça à tel moment, etc. Et du coup, de mélanger les spots. Très souvent, les gens vont mélanger les spots, encore une fois, et je pense que c'est les plus grosses erreurs, c'est ça, pour moi, chez les joueurs. Je suis 300% d'accord avec toi. Ouais, ce que tu dis en fait, c'est voilà, c'est tout ce que tu disais mélanger les spots, c'est un peu le côté justement ce qu'on disait au départ, c'est la contextualisation où ils ont du mal à contextualiser.
mettre aussi les éléments qu'ils apprennent, justement, quand tu disais en fait ne pas appliquer bêtement, c'est juste en fait faire appel à la métacognition, tout simplement, avoir en fait la capacité à prendre ce qu'on apprend et pouvoir le mettre en pratique dans le contexte clé, c'est-à-dire dans le contexte en fait Exactement. avec. Et il y a aussi un biais Valider les processus, en fait, tout simplement. c'est ça. Et ce que tu parles aussi, je ne sais pas si tu connais ce biais cognitif qui s'appelle la corrélation illusoire. C'est-à-dire que tu vois, un exemple tout bête, c'est un joueur en fait qui va relancer régulièrement, puis tu as une calling station qui va payer avec des mains vraiment toutes éclatées, tu vois, valet 6, dame 4, suited, des trucs comme ça, et qui à un moment donné va se faire 3 bêtes par ce même joueur qui est calling station, et qui va en fait des fois 4 bêtes parce que il se dit, voilà, avec la range qu'il a, de toute façon, je suis devant avec mon as-dame. Alors que non, s'il fait ça, c'est qu'il est forcément, c'est un joueur qui est de nature passive, qui va toujours call, donc à partir du moment où il décide de 3 bêtes, il aura forcément une main, quoi, il n'y aura rien d'autre. Voilà. Et du coup, tu vois, il va faire une corrélation par rapport aux situations qu'il a eues avant et qu'il a vu, en fait, les éléments qu'il a vus. Et au final, il va avoir une grosse erreur à ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle justement, tu vois, la corrélation illusoire, faire des corrélations qui ne sont pas, qui sont pas liées. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément chez mes élèves, par exemple, et chez les joueurs de basse Et ligne. mais ce que j'allais dire, en basse limite cash game, je pense que c'est très important de profiler vraiment. Enfin, c'est important dans tous les niveaux, bien évidemment, mais encore plus en bas, dans le sens où, en fait, les joueurs vont avoir des patterns très souvent et vont avoir des styles de jeu complètement différents. Et si on arrive à bien mettre les joueurs dans des cases, parce que là, en l'occurrence, je pense que c'est le cas en cash game live. Alors, je sais pas trop, 2-5, on va dire, quelque chose jusqu'à 2-5 à peu près, notamment à Vegas. Et du coup, on peut vraiment faire des grosses erreurs d'un play à l'autre, comme tu dis, call un 3 bet avec une main parce que c'est une main qu'on doit call en théorie et que lui, en plus de ça, on l'a vu très loose. Alors du coup, c'est sûr que notre main, elle est très bonne. Et alors qu'en fait, non, dans ce spot-là, il aura vraiment que des mains très fortes, quoi. Typiquement, un mec qui joue beaucoup de mains, et il y a des gens qui jouent énormément de mains et on a l'impression que du coup, qu'ils vont bluff, alors qu'en fait, ils bluffent jamais. Juste, ils jouent beaucoup de mains. Et ça, c'est pareil, c'est super important du coup value sin, mais hero fold, ça va être l'adaptation, quoi. On peut value très sin ce type de joueur, mais en l'occurrence, il faut jamais hero call et il faut même, et quand on bet même deuxième note et qu'on se fait raise, il faut toujours fold parce qu'en fait, ils ne seront jamais bluff dans ces spots-là, etc., etc. Donc, ça va être des adaptations à avoir suivant les profils qu'on pourrait avoir à cette table, quoi. Non, mais clairement, hein. Et justement, tu vois, le Et c'est ce profil. qui est excuse-moi, c'est ce qui est très intéressant aussi, quoi. C'est l'aspect un peu psychologique du poker moi, personnellement, c'est, tu vois, genre, je joue encore des 500 euros live, notamment les Deep Stack Open avec Unibet, etc. Je prends beaucoup de plaisir à jouer ces tournois-là. J'entends des fois des gens qui disent, ouais, Alex, il joue le tournoi sérieusement et tout. Bien évidemment que je joue le tournoi sérieusement, déjà parce que bah, c'est du poker, j'aime ça, c'est mon sponsor, j'ai envie de gagner, etc. Et en plus de ça, parce que ça, en fait, ça me fait des bases de données et ça me fait réfléchir différemment aussi. Et ça, c'est intéressant dans tout ce qu'on fait, en fait, dans la vie de manière générale. Dès qu'on a un peu de réflexion à avoir sur des sujets qu'on aime et qui vont être à appréhender différemment, bah, c'est cool, quoi, tu vois. Et puis, moi, je suis content quand je finis mon tournoi si j'ai trouvé des solutions dans des spots où j'ai pas l'habitude de voir, quoi. Je me dis, OK, ça, c'est cool. J'ai fait telle ou telle chose, je suis sorti un peu de ma zone de confort, etc., etc. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il faut essayer de enfin, trouver du plaisir à chaque fois, peu importe le buy-in, le buy-in qu'on joue, quoi. Alors justement, tu vois, je pense qu'on va rester un peu sur cette psychologie, parce que c'est quelque chose en plus qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu ton opinion par rapport à ça. Est-ce que justement, tu essaies de tirer les fils un peu avec les joueurs? Notamment, tu vois, les joueurs tu sens qu'il y a de l'ego derrière. Est-ce que tu vas en fait essayer de tirer les fils justement pour le pousser dans son ego et à jouer contre toi? Alors honnêtement, à l'époque, beaucoup, énormément. J'avais vraiment beaucoup de, d'instinct justement, enfin, les dynamiques de table, je les comprenais très très bien. Et il y avait les joueurs que je trouvais étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment la cible, etc. Et je les mettais dans des situations. Et du coup, je savais hero fall les spots qu'il fallait fall parce que je savais que là, il allait jamais me bluffer. Ou au contraire, là, ici, il allait beaucoup trop me bluff. Donc, c'est des choses auxquelles j'avais énormément d'importance. Avec la technique, je l'ai un peu perdu et je suis en train justement depuis un an et demi d'essayer de retrouver un peu ça parce que c'est intéressant, parce que ça fait gagner toujours des EV supplémentaires qu'il faut aller chercher à gauche et à droite. Mais l'ego, tu vois, quand tu joues dans les rollers, il y a de l'ego, bien évidemment, parce que bah, c'est toujours pareil, tu vas être le meilleur, etc. L'ego n'est pas forcément négatif, hein, c'est vraiment genre. Ça dépend de la façon dont on l'entretient, on va dire.
Donc, je pense que c'est même important d'en avoir. Mais par contre, et le mieux, c'est d'en avoir à table et pas en dehors. Ça, c'est parfait. Euh, mais d'en avoir genre justement à table et tout, c'est bien. Le truc, c'est que, encore une fois, sur les buy que je vais jouer, il va y avoir quand même beaucoup de range qui vont sortir, mais pas non plus énormément. Donc, tu vois, genre, si tu arrives, tu joues un high roller et que tu penses que comme les gens te connaissent pas, ils vont commencer à te 3 bet beaucoup plus, peut-être, mais ça va pas être énormément plus, tu vois. Ils vont jamais te prendre, je sais pas, As 7 off, 50 deep, MP cut off, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Et bah, t'as moins besoin de te level dans ces spots-là, quoi. Et penser aussi que les gens ils vont avoir plus de bluffs. Oui, il y aura plus de bluffs dans énormément de spots, mais ça sera pas non plus genre un pourcentage de bluff proche de la théorie pure, si tu veux, quoi. Enfin, ça sera proche, mais ça sera pas la théorie pure. Il y en aura toujours moins, etc., etc. Donc, c'est encore une fois une adaptation comme tout, en gros.